Je m'appelle Justine Dubois et j'ai 32 ans. Aujourd'hui, j'ai vu les visages de mes parents blêmir alors qu'ils se tenaient dans mon bureau d'angle, fixant les récompenses sur mon mur. Ces mêmes parents qui riaient quand je demandais de l'aide pour mes devoirs, qui se moquaient de mes rêves d'université en disant « Tu n'y arriveras jamais sans nous ». Pendant des années, leur ridicule a été mon ombre. Mais maintenant, alors qu'ils balbutiaient des excuses, j'ai réalisé que j'avais construit quelque chose dont ils ne pouvaient pas s'attribuer le mérite, ma vie. Avant de partager mon histoire, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et abonnez-vous si vous avez déjà eu à prouver à quelqu'un qu'il avait tort. Ayant grandi dans la banlieue immaculée de Lyon, mon enfance semblait parfaite de l'extérieur. Notre maison coloniale à 2 étages avec sa pelouse bien entretenue et la berline de luxe de mon père dans l'allée projetait l'image que mes parents s'efforçaient sans relâche de maintenir. Mon père, Thomas Dubois, a bâti sa réputation d'avocat d'affaires impitoyable, tandis que ma mère, Diane, gérait les opérations administratives à l'hôpital de la Croix-Rousse. C'étaient des professionnels respectés, toujours en compétition avec leurs collègues pour des promotions et avec leurs voisins pour des symboles de statut. J'étais leur unique enfant, leur Justine, un prénom que mon père avait choisi parce qu'il prétendait qu'il inspirait le respect dans une salle d'audience. Mais depuis mes plus lointains souvenirs, je n'ai jamais vraiment correspondu au moule qu'ils avaient conçu. Là où ils étaient analytiques et pratiques, j'étais créative et sensible. Ils appréhendaient le monde à travers la logique et la compétition, je le voyais à travers l'émotion et la connexion. Cette différence fondamentale est devenue la racine d'années d'incompréhension et de douleur. La première fois que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, c'était en 2e année de primaire. Ma classe avait commencé à apprendre les tables de multiplication et, alors que les autres enfants semblaient saisir rapidement le concept, j'avais du mal. Un soir, j'ai pris mon courage à 2 mains et je me suis approché de mon père dans son bureau à la maison, serrant mon cahier de mathématiques. « Papa, peux-tu m'aider avec les multiplications ?»« Je ne comprends pas », ai-je demandé, d'une petite voix. Il a levé les yeux de ses dossiers juridiques, l'irritation traversant son visage avant de se transformer en quelque chose de pire, de l'amusement. Il a ri non pas du rire chaleureux d'un père s'amusant avec son enfant, mais du rire froid et méprisant qui allait devenir mon héritage le plus constant. « Si tu ne peux pas comprendre une simple multiplication, Justine, tu ne survivras jamais dans le monde réel, a-t-il dit en se retournant vers ses papiers. Débrouille-toi toute seule. Ma mère, debout dans l'embrasure de la porte avec une tasse de café pour mon père, a acquiescé. Ton père a raison, Justine. Tu dois te débrouiller toute seule. L'indépendance est importante. Je me suis retiré dans ma chambre, confus et blessé. À 8 ans, je ne pouvais pas comprendre la différence entre l'indépendance et l'abandon. Cette nuit-là, je suis resté éveillé jusqu'à minuit, des larmes coulant silencieusement sur mon visage alors que je répétais les tables de multiplication encore et encore, terrifié à l'idée de les décevoir à nouveau. C'est devenu mon premier mécanisme d'adaptation, cacher la difficulté, prétendre comprendre, me débrouiller seul, peu importe le coût. J'ai vite appris qu'aux yeux de mes parents, avoir besoin d'aide était un défaut de caractère. L'autosuffisance n'était pas seulement encouragée, elle était exigée, et ne pas y parvenir entraînait moquerie et déception. Les rares moments de connexion avec mes parents ne survenaient que lorsque je réussissais sans leur aide. Quand j'avais 10 ans, j'ai créé un projet de science sur les écosystèmes qui a remporté le premier prix. Alors que nous rentrions de la cérémonie de remise des prix, mon père m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. « Tu vois, tu n'as pas besoin d'aide quand tu essaies vraiment », a-t-il dit. Ces mots, formulés comme un compliment, ont atterri comme une accusation de paresse antérieure. Ma mère s'est penchée en arrière pour me tapoter le genou. Nous avons toujours su que tu pouvais le faire si tu t'appliquais correctement. Leurs éloges ambigus renforçaient le cycle toxique, réussir seul ou être moqué pour avoir demandé. Chaque interaction a cimenté ma conviction que j'étais fondamentalement défectueuse d'avoir besoin de conseils, que mon inclination naturelle à chercher la connexion et l'aide était une faiblesse que je devais surmonter. Pour mon 11e anniversaire, mes parents m'ont offert un bureau pour ma chambre, le positionnant face au mur pour « minimiser les distractions », a expliqué mon père. C'est devenu une île solitaire où j'ai tout appris par moi-même, de l'algèbre à la géographie mondiale, déterminé à éviter le ridicule. Ma mère vérifiait occasionnellement mes devoirs terminés, non pas pour offrir son aide, mais pour s'assurer que je les avais faits correctement. Quand je faisais des erreurs, elle soupirait et disait « Justine, les autres enfants de ton âge n'ont pas besoin d'autant de surveillance. » Au moment où j'ai terminé l'école primaire, j'avais construit un système élaboré pour paraître autosuffisante.
Je faisais des recherches sur les sujets avant qu'ils ne soient enseignés en classe pour ne jamais être pris en défaut de ne pas connaître une réponse. J'arrivais tôt à l'école pour poser des questions aux professeurs afin que mes parents ne me voient pas en difficulté. Je passais les récréations à la bibliothèque au lieu de jouer, essayant de rester en avance sur les attentes. Le prix de cette façade était mon enfance elle-même. Pendant que d'autres enfants nouaient des amitiés et exploraient leurs intérêts, je construisais des murs de protection contre la prochaine moquerie potentielle. Je suis devenue hypervigilante, anticipant toujours la critique, préparant toujours des défenses. La nuit, je chuchotais parfois des questions dans mon oreiller, imaginant ce que ce serait d'avoir des parents qui répondraient avec patience au lieu de dérision. L'été avant le collège, mes parents ont organisé un barbecue de quartier. Alors que les adultes se rassemblaient sur notre terrasse en buvant du vin, j'ai entendu mon père parler à notre voisin, un professeur de l'université Lumière Lyon 2. La clé pour élever un enfant qui réussit est de lui apprendre tôt que le monde ne lui tiendra pas la main, a dit mon père avec autorité. Justine a appris que demander de l'aide est le dernier recours, pas la première option. C'est mieux pour elle. Alors que je passais devant eux avec un plateau d'amuse-gueule, mon voisin m'a souri gentiment. Tes parents sont très fiers de ton indépendance, Justine. J'ai souri en retour la fille parfaite alors qu'à l'intérieur, je hurlais une vérité que personne ne pouvait entendre, je n'étais pas indépendante. J'étais abandonnée à la vue de tous, me noyant pendant que tout le monde complimentait ma technique de nage. Le collège est arrivé avec un tsunami de nouveaux défis. Soudain, je devais naviguer entre des changements de classe, des hiérarchies sociales complexes et des matières de plus en plus difficiles. Pour la plupart des enfants, cette transition s'accompagnait d'un soutien parental accru. Pour moi, elle a apporté des attentes encore plus élevées d'autosuffisance et des formes plus créatives de moquerie lorsque je ne parvenais pas à les satisfaire. En 5e, l'algèbre a introduit des concepts abstraits que ma pensée concrète avait du mal à saisir. Après avoir reçu une note éliminatoire à mon premier contrôle, j'ai passé des heures à essayer de comprendre la matière avant d'approcher à contre-cœur mon père dans son bureau un soir. « Papa, j'ai du mal avec l'algèbre. Pourrais-tu regarder ce problème avec moi ?» ai-je demandé, tenant mon manuel et mon cahier avec précaution dans mes bras. Il a pivoté dans son fauteuil en cuir, l'air agacé par l'interruption. « Débrouille-toi ou échoue, Justine. Ce sont tes options. » Comme je ne partais pas immédiatement, il a continué, « Que penses-tu qu'il se passera dans le monde réel quand tu ne pourras pas résoudre un problème? Auras-tu toujours quelqu'un vers qui courir? » Ma mère, toujours son écho, a ajouté depuis l'embrasure de la porte, « Justine, tu es trop dépendante. Les autres enfants n'ont pas besoin d'être autant tenus par la main. Nous te préparons pour le monde réel. » J'ai hoché la tête et me suis retiré, la honte familière me brûlant les joues. Cette nuit-là, je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin, m'enseignant l'algèbre à partir de vidéos en ligne avec le volume au plus bas pour qu'ils n'entendent pas. J'ai réussi le contrôle suivant, non pas parce que je comprenais entièrement la matière, mais parce que j'avais mémorisé des schémas de problèmes similaires. Alors que les difficultés scolaires s'accumulaient, les difficultés sociales aussi. L'énergie que j'aurais dû utiliser pour nouer des amitiés était consumée par mes luttes scolaires secrètes. Je suis devenue de plus en plus isolée, incertaine de la manière de naviguer dans le monde social complexe du collège sans conseil. Quand d'autres filles formaient des groupes d'amis soudés, je planais en périphérie, craignant que le moindre faux pas social ne confirme l'opinion de mes parents sur mon insuffisance fondamentale. À 14 ans, j'ai découvert l'écriture grâce à un devoir de français qui nous demandait de tenir un journal. Pour la première fois, j'ai trouvé quelque chose qui me venait naturellement, quelque chose qui donnait un sens à mon monde intérieur chaotique. J'ai déversé mes pensées inexprimées sur la page, créant des histoires où de jeunes protagonistes trouvaient des mentors qui les guidaient patiemment. Ma professeure de français, Madame Bernard, écrivait des commentaires encourageants sur mes entrées, le premier retour positif constant que je recevais. Excité par cette découverte, j'ai fait des recherches sur des camps d'été de journalisme pour lycéens. J'ai imprimé des informations sur un programme prestigieux à Paris et j'ai approché mes parents pendant le dîner. J'ai trouvé ce camp de journalisme, ai-je commencé, faisant glisser les papiers sur la table. Madame Bernard pense que j'ai un talent pour l'écriture, et cela m'aiderait à le développer. Mon père a à peine jeté un coup d'œil aux informations avant de renifler. Le journalisme? C'est un domaine en voie de disparition. De plus, si tu ne peux pas apprendre à écrire par toi-même, un camp d'été ne réglera pas ça. Ma mère a froncé les sourcils en voyant le coup. Justine, c'est ridicule. Si tu veux écrire, écris simplement. Pourquoi as-tu besoin que quelqu'un t'enseigne?
Mais Madame Bernard a dit que j'avais du potentiel, et ce programme pourrait m'aider à le développer, ai-je insisté, un rare moment de courage rapidement éteint. Ta professeure est payée pour dire des choses gentilles, a répondu mon père. Si tu avais vraiment du talent, tu n'aurais pas besoin de programmes spéciaux. Un mois plus tard, j'ai finalement rassemblé le courage de leur montrer certains de mes écrits. J'avais écrit une nouvelle sur une fille qui découvre qu'elle peut comprendre le langage des oiseaux, qui trouve dans leur chant une sagesse qui l'aide à naviguer dans les problèmes humains. J'ai tendu les pages soigneusement tapées à mes parents un dimanche après-midi alors qu'ils se détendaient dans le salon. Mon père l'a parcouru rapidement, l'air ennuyé. C'est du déjà vu. Lis des auteurs plus originaux si tu veux t'améliorer. Ma mère a lu plus attentivement, mais a secoué la tête. La grammaire est correcte, mais l'histoire manque de substance. C'est vraiment comme ça que tu passes ton temps? J'ai repris les pages, mes mains tremblant légèrement. C'est juste quelque chose que j'ai écrit pour le plaisir. Tu devrais te concentrer davantage sur les compétences pratiques, a conseillé mon père. L'écriture créative est un passe-temps, pas un chemin de carrière. En entrant au lycée, le paysage social est devenu encore plus périlleux. Quand un groupe de filles m'a invité à ma première fête en 3e, j'ai demandé conseil à mes parents sur quoi porter, comment me comporter, à quoi m'attendre. Sois juste toi-même, a dit ma mère d'un ton méprisant. Si tu as besoin de coaching pour assister à une fête, peut-être que tu ne devrais pas y aller. J'y suis allé, portant une tenue que je supposais appropriée, et je suis resté maladroitement dans les coins toute la nuit, incertaine des règles sociales non écrites que tout le monde semblait connaître instinctivement. Le lundi à l'école, j'ai découvert que des photos de moi, l'air mal à l'aise, avaient été partagées dans une discussion de groupe, accompagnées de commentaires moqueurs. Quand ma mère m'a vu pleurer dans ma chambre ce soir-là, elle a soupiré depuis l'embrasure de la porte. Si tu étais plus intelligente avec les gens, cela n'arriverait pas. Tu dois t'endurcir, Justine. En seconde, j'ai développé ma première amitié sérieuse avec une fille nommée Amandine, qui partageait mon intérêt pour les livres et l'écriture. Pendant 6 mois, nous étions inséparables, nous passant des mots en classe et passant les week-ends à la bibliothèque ensemble. Puis, soudainement, Amandine a cessé de me parler. J'ai découvert plus tard qu'elle avait dit à toute notre classe de français que j'étais trop intense et désespéré d'attention parce que je lui avais parlé de ma vie de famille. La trahison m'a anéanti. Quand mes parents m'ont trouvé sanglotant dans ma chambre, mon père s'est appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. Voilà ce qui arrive quand tu en dis trop, Justine. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes affaires. Si tu étais plus perspicace avec les gens, tu ne serais pas dans cette situation. Ma mère a hoché la tête à côté de lui. Honnêtement, Justine, les drames te suivent parce que tu les invites. D'autres filles de ton âge gèrent les problèmes d'amitié sans s'effondrer. Leur réponse m'a poussé encore plus loin dans l'isolement. J'ai commencé à ressentir des symptômes d'anxiété, mon cœur s'emballait avant l'école, mon estomac se nouait avant les examens. Certains matins, j'étais physiquement malade, mais je me traînais quand même à l'école, sachant que rester à la maison ne ferait qu'inviter plus de critiques. Un matin, après avoir vomi avant le premier cours, j'ai rendu visite à la conseillère d'orientation, Madame Rivière. Elle a posé des questions douces sur ma vie de famille, et j'ai donné des réponses prudentes, craignant de trahir mes parents mais désespéré d'obtenir de l'aide. Tout va bien à la maison, ai-je insisté. Je suis juste stressé par les candidatures pour les études supérieures qui approchent l'année prochaine. Madame Rivière a semblé peu convaincue mais n'a pas insisté. Justine, ma porte est toujours ouverte. Parfois, parler de nos problèmes les rend plus faciles à porter. Je ne suis jamais retourné à son bureau, trop effrayé par ce qui pourrait arriver si mes parents découvraient que j'avais cherché de l'aide. Au lieu de cela, je me suis retiré davantage dans ma double vie, la Justine capable et indépendante que mes parents exigeaient en public, et la fille en difficulté et seule que j'étais en privé. À la fin de la seconde, je me suis fait une promesse solennelle, je ne demanderai plus jamais d'aide à mes parents. Je ne réalisais pas alors que ce vœu, bien que protecteur, ne ferait qu'approfondir mon isolement et m'empêcherait d'apprendre la différence entre l'indépendance toxique et l'interdépendance saine. Tout ce que je savais, c'est que leurs moqueries faisaient moins mal si je ne leur donnais pas l'occasion de les formuler. En terminale, j'avais maîtrisé l'art de la réussite scolaire par pure détermination. Ma moyenne générale me plaçait dans les 10% supérieurs de ma classe, j'étais rédactrice en chef du magazine littéraire de l'école, et j'avais construit une image publique de compétences tranquilles. Mais sous cette image soigneusement élaborée, j'étais épuisé, fonctionnant sur les réserves et la peur.
Lorsque la saison des candidatures pour les études supérieures a commencé, j'ai vu d'autres familles aborder le processus ensemble. Les parents s'asseyaient avec leurs enfants pour réviser les ébauches de dissertation, visiter les campus ensemble et discuter des options financières en partenaire. Pendant ce temps, j'étais assise seule dans ma chambre avec une feuille de calcul des dates limites et des exigences de candidature, essayant de naviguer seule dans ce processus complexe. Quand j'ai interrogé mon père sur notre budget pour les frais de candidature, il a fait glisser sa carte de crédit sur la table du dîner. Postule où tu veux, mais assure-toi de postuler dans les universités publiques comme option de sécurité. Nous ne payons pas les frais de scolarité d'une grande école privée pour un diplôme qui ne sera pas rentable. Le sous-entendu était clair, mon éducation était un investissement qui devait rapporter, pas un chemin vers l'épanouissement ou la réalisation personnelle. J'ai passé des heures à rechercher des bourses et des options d'aide financière, sachant que quelle que soit l'école que je fréquenterais, je serais en grande partie responsable de son financement. Mademoiselle Rousseau, ma professeure de lettres, a remarqué mon épuisement pendant cette période. Un jour, après le cours, elle m'a demandé de rester. Justine, ta dernière dissertation était brillante, mais tu as l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, a-t-elle dit, ses yeux inquiets. Tout va bien avec le processus de candidature? Quelque chose dans son inquiétude sincère a fissuré ma façade soigneusement construite. Je fais tout toute seule, ai-je admis. C'est beaucoup à gérer. Où postules-tu, a-t-elle demandé. Sciences Po Paris, la Sorbonne, l'Université de Lyon, l'ESJ Lille, ai-je énuméré, ma voix plate de fatigue. Surtout des programmes de journalisme. Ce sont d'excellentes écoles, a-t-elle hoché la tête. Voudrais-tu que je jette un œil à tes dissertations? Parfois, un deuxième avis aide. Je l'ai regardé, méfiante de l'offre. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que tu es une écrivaine talentueuse avec des choses importantes à dire, a-t-elle répondu simplement. Et parce que tout le monde a parfois besoin de conseils. Mademoiselle Rousseau est devenue la première adulte à m'offrir une aide sincère sans moquerie. Au cours des semaines suivantes, elle a révisé mes dissertations, m'a conseillé sur la manière de renforcer mes candidatures et m'a même aidé à me préparer pour les entretiens. Pour la première fois, j'ai expérimenté ce qu'était un mentorat bienveillant, et ce fut transformateur. Quand les lettres d'acceptation ont commencé à arriver au printemps, j'ai été choqué d'être admise dans tous mes premiers choix, plusieurs avec des bourses partielles. La prestigieuse école de journalisme de Sciences Po m'a offert sa bourse au mérite, couvrant la moitié des frais de scolarité. Quand j'ai montré le dossier d'acceptation à mes parents, leur réponse a été prévisible mais toujours douloureuse. Ne t'emballe pas, a prévenu mon père, jetant à peine un regard à la lettre. La plupart des étudiants de première année abandonnent de toute façon. Tu seras probablement de retour à la maison pour Noël. Ma mère a ajouté, c'est très cher, même avec la bourse. Es-tu sûr que c'est pratique? Le journalisme n'est pas exactement un secteur en croissance. J'ai choisi Sciences Po malgré leur découragement, signant moi-même les formulaires d'acceptation puisque mon 18e anniversaire était passé. Cet été-là, j'ai occupé 2 emplois barista le matin et vendeuse le soir économisant chaque euro pour les dépenses que je savais que mes parents ne couvriraient pas. Quand d'autres futurs étudiants faisaient leurs achats avec leurs parents pour l'essentiel du logement étudiant, je faisais des virées en solo dans les magasins discount pendant mes pauses déjeuner, achetant les versions les moins chères de tout ce qui figurait sur la liste recommandée. Mes parents ont rempli la contribution financière minimale requise par le bureau d'aide financière, mais ont clairement indiqué que tout ce qui dépassait les frais de scolarité et le logement était de ma responsabilité. Considère cela comme ta première leçon de gestion financière, a dit mon père en rédigeant le chèque directement à l'université, ne me faisant pas confiance avec l'argent. Le jour de l'emménagement à Paris a été accablant. Le quartier universitaire bourdonnait de familles aidant les étudiants à s'installer dans leur logement, des pères assemblant des meubles, des mères organisant des placards, des étreintes en larmes et des photos fières. Mes parents m'ont déposé sur le trottoir avec mes 2 valises et une boîte d'articles essentiels. Appelle-nous quand tu seras installé, a dit ma mère, sans sortir de la voiture. Et souviens-toi, c'était ton choix, alors fais en sorte que ça marche. Ma colocataire, Sarah, est arrivée 1 heure plus tard avec ses parents et sa jeune sœur, tous transportant des sacs et des boîtes. Ils l'ont aidé à installer son côté de la chambre, puis m'ont proposé de m'aider avec le mien. J'ai décliné poliment, gêné par mes maigres affaires et l'absence de ma famille. Après le départ de sa famille, Sarah et moi avons commencé la danse maladroite des nouvelles colocataires. En déballant nos affaires, les disparités dans notre préparation sont devenues évidentes. Elle avait de la literie coordonnée,
des fournitures de bureau et des décorations murales. J'avais des articles de base achetés en solde. Quand elle a proposé de partager son mini-réfrigérateur, j'ai accepté avec gratitude, n'ayant pas pu m'en offrir un. Les différences allaient au-delà des possessions matérielles. Quand Sarah a voulu faire la lessive notre premier week-end, elle a découvert que je ne savais pas comment faire fonctionner les machines. « Tu n'as jamais fait de lessive avant ?» a-t-elle demandé, surprise. « Pas vraiment », ai-je admis, embarrassé. Ma mère disait toujours que je le faisais mal, alors elle le faisait elle-même. Sarah m'a appris sans jugement, me montrant comment séparer les couleurs et utiliser les bons réglages. Plus tard cette semaine-là, quand j'ai eu du mal à ouvrir mon compte bancaire étudiant, elle m'a également aidé. Lentement, j'ai réalisé combien de compétences de base de la vie d'adulte mes parents ne m'avaient jamais enseignées, s'attendant à ce que je les connaisse instinctivement ou que je me débrouille seul. Le premier semestre a été une adaptation brutale. J'ai jonglé entre un emploi d'étudiante à la bibliothèque, un programme de cours complet et la courbe d'apprentissage abrupte du fonctionnement de base de la vie d'adulte. Tandis que d'autres étudiants de première année appelaient chez eux pour obtenir des conseils sur la gestion de professeurs difficiles ou de conflits de colocation, je résolvais chaque problème seul, craignant que tout appel à la maison ne soit accueilli par des moqueries plutôt que par du soutien. Les examens de mi-semestre ont provoqué ma première crise majeure. La nuit précédant la remise de mon devoir d'éthique journalistique, l'écran de mon ordinateur portable est devenu noir et a refusé de redémarrer. Des heures de travail étaient piégées dans une machine à laquelle je ne pouvais pas accéder, sans aucune copie de sauvegarde. En désespoir de cause, j'ai appelé chez moi. « Papa, mon ordinateur est mort et j'ai un devoir important à rendre demain », ai-je expliqué rapidement. « J'ai besoin d'aide pour en avoir un nouveau rapidement. Pourrais-tu m'aider à trouver comment en faire livrer un en urgence ou me transférer de l'argent pour que je puisse en acheter un ici ?» Son rire est parvenu à travers le téléphone, aussi familier que douloureux. Déjà en train d'échouer, comme nous l'avions prédit. Peut-être que cela t'apprendra une leçon sur la préparation et la responsabilité. Je n'échoue pas, ai-je dit, la voix tremblante. J'ai juste besoin d'un ordinateur pour soumettre mon travail. Eh bien, débrouille-toi, a-t-il répondu d'un ton méprisant. C'est exactement pourquoi nous avons dit que l'université n'était peut-être pas pour toi. Premier obstacle, et tu appelles à la maison en pleurant. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Dans l'escalier de ma résidence, je me suis effondré sur le sol, incapable de respirer à travers la crise de panique qui m'étreignait la poitrine. À ce moment-là, j'ai vraiment cru que mon père avait raison. Je n'étais pas capable. Je n'étais pas préparé. J'allais échouer, comme il l'avait toujours prédit. Des années de leurs messages se sont abattus sur moi comme une vague, noyant ma fragile confiance en moi. Je suis resté assis seul, en hyperventilation, certaine que c'était la fin de ma carrière universitaire avant même qu'elle n'ait vraiment commencé. Alors que j'étais assise dans l'escalier, les larmes se calmant progressivement, quelque chose a changé en moi. La panique a reculé, remplacée par une étrange clarté calme. À ce moment de détresse totale, j'ai réalisé une vérité fondamentale, mes parents ne seraient jamais le système de soutien dont j'avais besoin. Ils ne célébreraient jamais mes succès sans réserve ni ne m'aideraient à traverser mes échecs sans jugement. Ce n'était pas une phase temporaire ou un malentendu qui finirait par se résoudre. C'était ce qu'ils étaient. Je faisais face à un choix, abandonner et leur donner raison, ou trouver une autre voie. Pour la première fois, j'ai vu avec une clarté parfaite que continuer à chercher leur approbation et leur soutien était un chemin vers une déception garantie. Si je voulais réussir, je devrais construire une fondation différente. Alors que cette prise de conscience s'installait en moi, la porte de l'escalier s'est ouverte et Sarah est apparue, l'inquiétude gravée sur son visage. « Justine, ça va ? Je te cherchais partout. » J'ai essuyé mon visage avec ma manche. Mon ordinateur portable est mort. Tout mon travail pour le cours du professeur Laurent est dessus. Au lieu de proposer des platitudes ou de minimiser le problème, Sarah s'est assise à côté de moi. C'est terrible. De quoi as-tu besoin maintenant ? La question m'a surprise. Personne ne m'avait jamais demandé de quoi j'avais besoin auparavant. Je dois rendre mon devoir avant demain midi, ai-je dit. Mais je ne peux pas me permettre un nouvel ordinateur portable maintenant. Tu peux utiliser le mien ce soir pour réécrire ce que tu peux, a-t-elle offert immédiatement. Et mon frère travaille au magasin d'informatique du centre-ville. Il pourrait peut-être récupérer tes données demain. Je l'ai regardé, confuse par cette offre d'aide simple et sans moquerie. Pourquoi ferais-tu ça ?
tu as ton propre travail. Parce que c'est ce que font les amis, a-t-elle dit simplement. Ils s'entraident. De retour dans notre chambre, alors que je travaillais sur l'ordinateur de Sarah, réécrivant mon devoir de mémoire, elle a mentionné quelque chose qui allait changer ma perspective pour toujours. Tu sais, Justine, la façon dont tes parents te traitent n'est pas normale, a-t-elle dit prudemment. Mes parents ne se moqueraient jamais de moi si j'avais besoin d'aide, surtout pas en cas d'urgence. Ils veulent juste que je sois indépendante, ai-je défendu automatiquement. Il y a une différence entre encourager l'indépendance et refuser de soutenir son enfant, a-t-elle répondu. Mes parents m'ont appris à faire les choses par moi-même, mais ils étaient là quand j'avais besoin de soutien. C'est normal. Ce que tes parents font ne l'est pas, ces mots ont résonné dans mon esprit longtemps après que j'ai fini de réécrire mon devoir. Le lendemain matin, le frère de Sarah a pu récupérer la plupart de mes données, me facturant une fraction du prix normal. Quand j'ai essayé de le remercier abondamment, il a balayé mes remerciements d'un geste. Pas de problème. On a tous besoin d'aide parfois. Une semaine plus tard, je me suis retrouvé assise dans la salle d'attente du service de soutien psychologique de Sciences Po, ayant finalement suivi le conseil de Sarah de parler à quelqu'un. Le formulaire d'admission posait des questions sur les antécédents familiaux, et j'ai hésité, ne sachant pas comment décrire mon éducation sans paraître ingrat ou dramatique. J'ai finalement écrit, les parents ont mis l'accent sur une autosuffisance extrême. Le docteur Moreau, la thérapeute qui m'a été assignée, était une femme à la voix douce dans la cinquantaine, avec des yeux bienveillants qui ne manquaient rien. Lors de notre première séance, elle a écouté pendant que je décrivais soigneusement l'approche de mes parents envers les enfants. Ils ont juste des attentes élevées, ai-je expliqué. Ils voulaient que je sois indépendante. L'indépendance est certainement une qualité précieuse, a-t-elle reconnu. Mais je suis curieuse de quelque chose, Justine. Dans ta famille, que se passait-il lorsque tu avais besoin d'aide pour quelque chose? J'ai décrit plusieurs cas où j'avais demandé de l'aide et où j'avais été accueilli par des moqueries ou un rejet. Pour chaque exemple, le docteur Moreau hochait la tête pensivement. Ce que tu décris ressemble à un schéma de négligence émotionnelle, voire de violence psychologique, a-t-elle dit doucement. Les parents ont la responsabilité non seulement de s'assurer que leurs enfants peuvent fonctionner de manière indépendante, mais aussi de fournir un soutien émotionnel et des conseils. J'ai tressailli au terme « violence ». Cela semble extrême. Ils ne m'ont jamais frappé ou quoi que ce soit. La violence psychologique peut être plus difficile à identifier que la violence physique, mais elle n'est pas moins dommageable, a expliqué le docteur Moreau. Se moquer constamment d'un enfant pour des besoins normaux, retirer son soutien en guise de punition et fixer des normes impossibles sont des formes de violence psychologique. J'ai quitté cette première séance profondément troublé. Mon « normal », toute ma compréhension des relations parents-enfants, pouvait-il être fondamentalement erroné? Au cours des semaines suivantes, le docteur Moreau m'a aidé à identifier des schémas que je n'avais jamais remis en question. Nous avons discuté de la différence entre l'indépendance saine, qui inclut le fait de savoir quand et comment chercher de l'aide, et l'autosuffisance toxique, qui empêche la connexion et la croissance. Un samedi pluvieux, je me suis assise dans un café près du campus avec un carnet vierge. Le docteur Moreau m'avait suggéré de créer un inventaire de soutien, en identifiant les personnes et les ressources en qui je pouvais avoir confiance. En haut de la page, j'ai écrit « Système de soutien », puis j'ai fixé les lignes vides en dessous. Après plusieurs minutes, j'ai écrit Sarah et docteur Moreau. J'ai hésité, puis j'ai ajouté Mademoiselle Rousseau, bien qu'elle soit à des centaines de kilomètres. 3 noms sur une page qui aurait dû commencer par maman et papa. Sous les noms, j'ai commencé à lister les domaines spécifiques où j'avais besoin de soutien, orientation scolaire, planification financière, conseil de carrière, soutien émotionnel, compétences pratiques de la vie. À côté de chaque domaine, j'ai réfléchi aux ressources disponibles à Sciences Po ou dans la communauté plus large, conseiller pédagogique, conseiller en aide financière, service de carrière, groupe d'étudiants. Sur la page suivante, j'ai rédigé mon premier plan de vie indépendante. J'ai défini des objectifs pour le reste de ma première année, l'été et au-delà. J'ai recherché des stages rémunérés qui renforceraient mon expérience en journalisme tout en me procurant un revenu. J'ai trouvé des ateliers sur le campus sur des compétences de vie comme la budgétisation, la gestion du temps et la résolution de conflits. J'ai cherché des bourses qui pourraient réduire ma dépendance financière envers mes parents. Les mains tremblantes, j'ai ajouté un autre élément à mon plan, contact minimal avec les parents pendant l'année universitaire. Écrire ces mots me semblait à la fois terrifiant et libérateur. Cette semaine-là,
j'ai rejoint l'équipe du journal étudiant en tant que journaliste de première année. La salle de rédaction est devenue mon sanctuaire, un lieu où poser des questions n'était pas seulement permis, mais requis. La rédactrice en chef, Madeleine Weber, s'est intéressée à mon travail et a commencé à me fournir le type de mentorat que j'avais toujours désiré. Elle corrigeait mes articles avec des critiques constructives, m'enseignait des techniques d'interview et m'incluait dans les réunions du personnel malgré mon statut de débutante. Tu as un talent naturel pour trouver l'angle humain dans les histoires, m'a-t-elle dit après la publication de mon premier reportage. Continue à développer ça, et tu iras loin dans ce domaine. À l'approche des vacances d'hiver, j'ai dû faire un choix, rentrer à la maison pour 3 semaines de critiques subtiles et d'isolement, ou trouver une alternative. Sarah, voyant mon anxiété, a proposé une solution. Viens à la maison avec moi, a-t-elle dit. Ma famille a beaucoup de place, et ils ont déjà dit que c'était d'accord. C'est ma mère qui l'a suggéré, en fait. Annoncer à mes parents que je ne rentrerai pas à la maison a été l'un des appels téléphoniques les plus difficiles que j'ai jamais passés. Le silence blessé de ma mère et le froid, fais comme tu veux, de mon père m'ont hanté pendant des jours. Mais l'alternative passer les vacances avec la famille de Sarah en Bretagne m'a montré ce qui m'avait manqué toute ma vie. La maison des Ahmed était chaleureuse, chaotique et aimante. Les désaccords se produisaient ouvertement, mais se résolvaient avec des excuses et des compromis. Les questions étaient les bienvenues, pas moquées. Quand j'ai proposé d'aider à préparer le dîner et que j'ai admis que je ne savais pas cuisiner beaucoup de choses, la mère de Sarah a passé un après-midi à m'apprendre des recettes de famille, riant des erreurs et louant les petites réussites. Tout le monde doit apprendre un jour, a-t-elle dit quand je me suis excusé pour ma maladresse avec le couteau. Personne ne naît en sachant comment hacher des oignons. En revenant sur le campus après les vacances, je me sentais à la fois plus légère et plus ancrée. Pour la première fois, j'avais expérimenté ce à quoi pouvait ressembler une dynamique familiale saine. J'avais vu une alternative à la perfection froide de ma maison d'enfance. Plus important encore, j'avais commencé à comprendre que mes difficultés n'étaient pas des défauts de caractère, mais des expériences humaines normales qui méritaient de la compassion plutôt que du mépris. J'ai réduit le contact avec mes parents à de brefs appels téléphoniques purement informatifs une fois toutes les 2 semaines. Chaque appel me laissait anxieuse et pleine de doutes, mais à chaque fois, je me remettais plus rapidement. Je me suis concentré sur la création de liens avec des professeurs, des camarades de classe et des mentors qui respectaient mes contributions sans exiger la perfection. À la fin de ma première année, j'avais non seulement réussi tous mes cours, mais j'avais excellé dans mes cours de journalisme. J'avais obtenu un poste de rédactrice au journal pour l'année suivante. J'avais appris à faire ma propre lessive, à gérer un budget simple et à cuisiner des repas de base. Plus important encore, j'avais commencé à croire que mes parents s'étaient peut-être trompés à mon sujet depuis le début. Peut-être que je n'étais pas fondamentalement défectueuse ou incapable. Peut-être que je pouvais me construire sans qu'ils me démolissent. 2 ans plus tard, en tant qu'étudiante en 3e année à Sciences Po, je reconnaissais à peine la première année terrifiée que j'avais été. Grâce à une thérapie constante, un travail acharné et la construction progressive de relations saines, je m'étais transformé en quelqu'un dont je pouvais être fier. Mon relevé de notes montrait une suite constante de semestres excellents. Mon rôle au journal de l'école était passé de rédactrice à responsable des reportages. Mon portfolio contenait des articles qui avaient remporté des prix régionaux de journalisme universitaire. Pendant ma 2e année, j'avais développé une spécialisation sur les ressources en santé mentale sur le campus. Inspiré par mes propres expériences, ma série d'enquêtes sur les insuffisances des services de conseil de l'université avait entraîné un examen administratif et une augmentation du financement. Plus important encore, elle avait donné une voix à d'autres étudiants qui luttaient en silence, comme je l'avais fait autrefois. La confiance sociale qui m'avait échappé tout au long de mon enfance a commencé à se développer naturellement à mesure que je nouais de véritables amitiés basées sur des intérêts et un soutien mutuel plutôt que sur la proximité ou la commodité. J'ai appris que l'amitié n'était pas une performance de perfection, mais un véritable échange de force et de vulnérabilité. Lorsque j'avais des difficultés avec un devoir ou un problème personnel, je m'entraînais à demander l'avis d'amis de confiance, chaque demande réussie aidant à réécrire mon discours intérieur sur le besoin d'aide. Le professeur Valois, un ancien journaliste d'investigation du Monde qui enseignait le journalisme avancé, est devenu un mentor particulièrement important. Après avoir lu ma série sur la santé mentale, elle m'a invité à ses heures de permanence pour discuter de mes objectifs de carrière. Tu as une capacité rare à traiter des sujets sensibles avec à la fois compassion et intégrité journalistique, m'a-t-elle dit. Où te vois-tu après l'obtention de ton diplôme ?
j'ai admis que, bien que j'aime le journalisme de presse traditionnel, j'étais de plus en plus intéressé par les plateformes de médias numériques qui permettaient une narration multimédia et une portée plus large. As-tu envisagé de postuler pour le stage en médias numériques de l'Horizon Média à Paris l'été prochain, a-t-elle demandé. C'est très compétitif, mais ton portfolio est solide, et je pense que tu correspondrais bien à leur approche. Quand j'ai hésité, citant le coût de la vie à Paris, le professeur Valois a mentionné que le stage était rémunéré et incluait une aide au logement. Avant que je puisse formuler une autre objection, elle a souri d'un air entendu. Justine, j'enseigne depuis 15 ans, et j'ai appris à reconnaître un talent exceptionnel. Tu l'as. La seule question est de savoir si tu vas te permettre de saisir des opportunités à la hauteur de tes capacités. Ces mots ont touché directement la croyance fondamentale que mes parents m'avaient inculquée, que je n'étais pas capable, que viser au mènerait inévitablement à l'échec et à la moquerie. À ce moment-là, j'ai pris la décision de prouver que cette croyance était fausse, une fois pour toutes. J'aimerais postuler, ai-je dit fermement. Seriez-vous prête à écrire une recommandation ? Le professeur Valois a non seulement écrit la recommandation, mais m'a également aidé à sélectionner les pièces de mon portfolio qui mettaient en valeur mon meilleur travail. À l'approche de la date limite de candidature, elle a examiné mes documents une dernière fois. Souviens-toi, a-t-elle conseillé, parle de ton travail avec confiance. Pas d'arrogance, mais la confiance méritée de quelqu'un qui a consacré des heures et produit un journalisme de qualité. Tu as ta place dans cette compétition. L'entretien pour le stage chez l'Horizon Média a eu lieu par vidéoconférence en février. Je me suis préparé méticuleusement, en faisant des recherches sur les projets récents de l'entreprise et en m'entraînant à répondre à des questions potentielles. Lorsque l'entretien a commencé, je me suis forcé à maintenir le contact visuel avec la caméra et à parler clairement de mon travail, luttant contre l'instinct de minimiser mes réalisations. Votre série d'enquêtes sur les services de santé mentale sur le campus est impressionnante, a commenté l'intervieweur. Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt pour ce sujet ? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai donné une réponse honnête. Je crois que le journalisme, à son meilleur, donne une voix à ceux qui ne sont pas entendus. La stigmatisation de la santé mentale réduit au silence trop d'étudiants, et des ressources inadéquates aggravent le problème. Je voulais créer un changement par un reportage approfondi et compatissant. 2 semaines plus tard, j'ai reçu le courriel que j'avais à peine osé espérer. J'avais été sélectionné pour le stage. Le poste commencerait en juin et durerait 10 semaines, avec une allocation et un logement partagé dans un appartement de l'entreprise. C'était l'opportunité professionnelle d'une vie et la validation que mon travail avait du mérite au-delà de la bulle du campus. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je ne faisais presque plus, j'ai appelé mes parents pour leur annoncer une nouvelle qui m'enthousiasmait. Une petite partie persistante de moi espérait encore leur approbation, croyait encore qu'ils pourraient éventuellement reconnaître ma croissance et mes réalisations. J'ai obtenu le stage en médias numériques de l'Horizon Média à Paris pour l'été, ai-je dit à ma mère, incapable de cacher la fierté dans ma voix. C'est vraiment compétitif. Seuls 6 étudiants à l'échelle nationale sont sélectionnés. Paris est très cher, a-t-elle répondu après une pause. Es-tu sûr que c'est pratique ? C'est payé avec logement inclus, ai-je expliqué. Et c'est l'un des stages les plus prestigieux en journalisme numérique. Eh bien, j'espère que ça marchera, a-t-elle dit, son ton suggérant qu'elle s'attendait au contraire. Ton père dit de te rappeler que les stages mènent rarement à de vrais emplois, alors ne te fais pas trop d'illusions. J'ai mis fin à l'appel peu de temps après, déçu, mais plus anéanti par leur réponse. Leur opinion, réalisais-je, n'avait plus le pouvoir de déterminer ma propre valeur. Ce n'était qu'une perspective parmi d'autres et, de plus en plus, pas celle qui comptait le plus pour moi. L'été à Paris a transformé ma trajectoire professionnelle. Le groupe L'Horizon Média opérait à la pointe du journalisme numérique, combinant le reportage traditionnel avec une narration multimédia innovante. Ma superviseure, Alice Richard, a rapidement reconnu mon éthique de travail et m'a assigné des projets de plus en plus importants. Tu as une rare combinaison de compétences techniques et d'intelligence émotionnelle, m'a-t-elle dit lors de mon évaluation de mi-parcours. Ton article sur les réponses communautaires aux disparités en matière de santé a montré une nuance remarquable pour quelqu'un à ton stade de carrière. Sous la direction d'Alice, j'ai développé une expertise en visualisation de données, en production de podcasts et en narration numérique de long format. J'ai absorbé tout ce que l'environnement offrait, restant tard pour aider sur des projets en dehors de mes tâches assignées, me portant volontaire pour des missions difficiles que d'autres évitaient. 2 semaines avant la fin du stage, Alice m'a invité à prendre un café en dehors du bureau.
Nous avons été impressionnés par ton travail cet été, a-t-elle dit. Je voulais te faire savoir de manière informelle que nous aimerions t'offrir un poste après l'obtention de ton diplôme, en supposant que ta dernière année se passe comme prévu. J'ai failli renverser mon café sous le choc. Un vrai poste, pas un autre stage? Elle a souri. Un poste de productrice numérique junior dans notre équipe d'investigation. L'offre officielle viendra plus tard, mais je voulais que tu puisses planifier ta dernière année en conséquence. Je suis retourné à Sciences Po pour ma dernière année avec une offre d'emploi en poche et une voie claire après l'obtention de mon diplôme. Pour la première fois, je me sentais en sécurité dans mon avenir professionnel, confiante que les fondations que j'avais construites soutiendraient la prochaine phase de ma vie. Ma dernière année a apporté de nouvelles opportunités de croissance et de leadership. En tant que rédactrice en chef du journal du campus, j'ai encadré de jeunes journalistes, en particulier ceux qui, comme moi, manquaient de systèmes de soutien traditionnels. J'ai reconnu dans leur incertitude et leur surcompensation les schémas que j'avais vécus, et je suis devenu le guide dont j'avais si désespérément besoin. Poser des questions ne signifie pas que vous n'êtes pas assez intelligent, ai-je dit à un journaliste de première année qui s'excusait d'avoir besoin de clarification sur un sujet. Cela signifie que vous êtes assez intelligent pour savoir ce que vous ne savez pas encore. En thérapie, j'ai continué à travailler sur les émotions complexes entourant mes parents. Le docteur Moreau m'a aidé à comprendre que leur comportement découlait probablement de leurs propres insécurités et de leurs capacités émotionnelles limitées, et non d'un défaut inhérent en moi. Tu peux reconnaître le mal qu'ils ont causé tout en reconnaissant qu'ils agissaient à partir de leurs propres blessures, a-t-elle expliqué. Cela n'excuse pas leur comportement, mais cela pourrait t'aider à libérer une partie de la colère qui te pèse. Progressivement, j'ai développé des limites plus saines et une plus grande liberté émotionnelle. Je ne mesurais plus ma valeur aux normes impossibles de mes parents. J'ai appris à célébrer mes réalisations sans avoir besoin de validation externe et à voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des confirmations d'insuffisance. Mon projet de fin d'études, un examen multimédia des étudiants de première génération naviguant dans des institutions d'élite sans soutien familial, a remporté le prix annuel de journalisme de l'école. Plus important encore, il m'a connecté avec d'autres étudiants qui avaient suivi des chemins similaires, créant une communauté d'expériences partagées et de soutien mutuel. À l'approche de la remise des diplômes, j'ai reçu la confirmation de mon offre d'emploi de l'Horizon Média, un salaire de départ qui me permettrait une indépendance financière, des avantages sociaux complets et l'opportunité de travailler avec certains des noms les plus respectés du journalisme numérique. J'ai signé le contrat sans consulter mes parents, un petit acte d'autonomie qui représentait des années de travail intérieur. La veille de la remise des diplômes, je me suis réuni avec des amis qui étaient devenus ma famille choisie, Sarah, qui allait commencer ses études de médecine à l'automne, Madeleine, ma prédécesseur au journal, qui était revenue pour ma remise de diplôme, le professeur Valois, et plusieurs autres mentors qui m'avaient guidé au fil des ans. Alors que nous célébrions nos réalisations et partagions nos souvenirs, j'ai réalisé que j'avais construit quelque chose de précieux et de durable, un réseau de personnes qui me valorisaient non pas pour ma perfection, mais pour précisément qui j'étais, avec toutes mes complexités. À Justine, a porté un toast Sarah, levant son verre, qui m'a appris que la résilience ne consiste pas seulement à endurer, mais à construire quelque chose de beau à partir de ce que l'on a enduré. J'ai cligné des yeux pour retenir mes larmes, submergé par le chemin parcouru depuis cette crise de panique dans l'escalier jusqu'à ce moment de connexion et d'accomplissement authentique. Je n'avais pas seulement survécu, j'avais prospéré. Le jour de la remise des diplômes s'est levé, clair et lumineux, les locaux de Sciences Po transformés par des chaises blanches et des bannières flottantes. En enfilant ma toge et mon mortier, j'ai ressenti un mélange complexe de fierté, d'accomplissement et d'appréhension. Mes parents étaient arrivés la veille au soir, séjournant dans un hôtel près du campus. Notre dîner ensemble avait été cordial mais tendu, marqué par leur rejet subtil de mes réussites et leurs commentaires passifs-agressifs sur le coût de mon éducation. La cérémonie de l'école de journalisme de Sciences Po a récompensé les meilleurs diplômés avec des honneurs spéciaux. Lorsque mon nom a été appelé en tant que récipiendaire du prix Albert Londres du journalisme numérique, j'ai traversé la scène la tête haute, acceptant le certificat et la médaille du doyen. Depuis ma position sur scène, je pouvais voir mes parents dans le public, mon père vérifiant sa montre, ma mère applaudissant poliment mais semblant mal à l'aise avec la reconnaissance publique de mon succès. Après la cérémonie, nous avons navigué à travers les foules de familles en fête vers les zones de photos désignées. D'autres parents serraient leurs diplômés dans leurs bras, leur voix forte de fierté et d'affection. Mon père se tenait raide à côté de moi pour les photographies obligatoires, tandis que ma mère s'occupait de mon mortier, plus soucieuse des apparences que de la connexion.
Eh bien, tu as réussi, a dit mon père, son ton suggérant une légère surprise plutôt que de la fierté. Maintenant vient le véritable test dans le monde du travail. Le marché du travail est très compétitif de nos jours, a ajouté ma mère. Même avec ta connexion de stage, tu devrais probablement avoir des plans de secours. J'ai souri crispement, ayant anticipé leur incapacité à offrir des félicitations sans réserve. En fait, j'ai déjà accepté un poste au sein du groupe L'Horizon Média à Paris. Je commence dans 3 semaines. Un poste de débutant, je suppose, a demandé mon père. Il paie rarement assez pour vivre confortablement à Paris. C'est un poste de productrice junior dans leur équipe d'investigation, ai-je corrigé. Le salaire est compétitif, avec des avantages sociaux. Ma mère a semblé surprise. Eh bien, c'est une chance. Bien que Paris soit toujours terriblement cher. Tu auras probablement besoin de colocataires. J'ai choisi de ne pas mentionner que mon salaire de départ était plus élevé que ce à quoi je m'attendais, ou que j'avais déjà commencé à chercher des studios dans mon budget. Certaines informations étaient encore plus surgardées pour moi. 2 années ont passé rapidement dans le monde trépidant des médias numériques. À 24 ans, je m'étais établi comme un talent montant chez l'Horizon Média, contribuant à des projets d'investigation primés et développant une expertise en narration basée sur les données. Ma vie personnelle s'était également stabilisée, avec un cercle d'amis petit mais solide et une confiance croissante dans les situations sociales. La promotion au poste de rédactrice en chef principale est arrivée après que l'enquête de notre équipe sur la tarification des produits pharmaceutiques a remporté un prix national de journalisme. Mon nouveau rôle incluait la gestion d'une équipe de rédacteurs et de producteurs, augmentant considérablement mes responsabilités et ma rémunération. L'augmentation de salaire qui l'accompagnait m'a permis de rembourser enfin mes prêts étudiants et de commencer à épargner pour un acompte sur un appartement. 6 mois après ma promotion, j'ai trouvé un petit mais charmant appartement d'une chambre dans un quartier diversifié et dynamique. Le bâtiment était un immeuble haussmannien rénové avec des détails d'origine et des équipements modernes. Le processus d'achat était intimidant, mais avec les conseils d'un agent immobilier patient et d'un conseiller financier, j'ai navigué dans les complexités de l'immobilier parisien et suis devenu propriétaire pour la première fois. En peignant les murs, en installant des étagères et en meublant progressivement l'espace avec des pièces soigneusement choisies, j'ai ressenti un profond sentiment d'accomplissement. C'était plus qu'un appartement, c'était la preuve tangible de mon indépendance et de mon succès, un espace qui était entièrement le mien, créé par mes propres efforts. Quand l'appartement a été enfin aménagé à ma satisfaction, une pensée que j'avais évitée a fait surface clairement, je voulais que mes parents le voient. Non pas parce que j'avais besoin de leur approbation, mais parce que je voulais qu'ils soient témoins de la réalité de ce que j'avais construit sans leur soutien. Après avoir discuté des émotions complexes impliquées avec ma thérapeute, j'ai décidé de les inviter à venir. L'appel téléphonique a été, comme on pouvait s'y attendre, maladroit. J'aimerais vous inviter à me rendre visite à Paris, ai-je dit, coupant court aux banalités habituelles. J'ai acheté un appartement et je me suis installé dans mon nouveau rôle au travail. J'ai pensé que vous aimeriez voir les deux. Après une pause surprise, ma mère a répondu, ce serait gentil, Justine. Nous nous demandions comment était ta vie là-bas. Nous avons convenu qu'il viendrait le mois suivant, prévoyant un week-end où je pourrais prendre le temps de leur montrer mon quartier et mon bureau. Dans les semaines précédant leur visite, je me suis préparé mentalement avec ma thérapeute, fixant des limites et gérant mes attentes. Souviens-toi, tu les invites à être témoins de ta vie, pas à la juger ou à la prouver, m'a rappelé le docteur Lavigne, ma thérapeute de Paris. Leurs opinions reflètent leurs limites, pas ta valeur. Le jour de leur arrivée, j'ai nettoyé mon appartement déjà impeccable et préparé un simple panier de bienvenue avec des spécialités locales. Quand ils ont frappé à ma porte, j'ai pris une profonde inspiration pour me recentrer avant d'ouvrir. Mes parents se tenaient dans le couloir, l'air un peu déplacé, mon père dans sa tenue décontractée de bureau, ma mère dans une tenue soigneusement coordonnée plus adaptée à une banlieue de Lyon qu'à un quartier de Paris. Ils avaient vieilli depuis la remise des diplômes, plus de gris dans leurs cheveux, plus de rides autour de leurs yeux. Bienvenue à Paris, ai-je dit, m'écartant pour les laisser entrer. Le quartier semble intéressant, a commenté ma mère, son ton indiquant clairement que, intéressant, n'était pas entièrement positif. Nous sommes passés devant des magasins inhabituels en venant de l'hôtel. C'est très diversifié, ai-je expliqué. C'est ce que j'aime ici. Mon père a examiné l'appartement d'un œil critique. Plutôt petit pour ce que j'imagine que tu as payé. L'immobilier à Paris est hors de prix. J'ai fait une bonne affaire, en fait,
ai-je répondu calmement. Le marché était favorable quand j'ai acheté, et mon paiement hypothécaire est inférieur à la plupart des loyers de la région. Pendant que je leur faisais visiter, ils ont continué à faire des critiques subtiles déguisées en observations. La cuisine était compacte plutôt que efficace. Les installations de la salle de bain étaient inhabituelles plutôt que charmantes. Le bruit de la rue était constant plutôt que énergique. J'ai servi du café et des pâtisseries de ma boulangerie locale préférée, maintenant les politesses tout en comptant intérieurement les heures jusqu'à la fin de cette partie de leur visite. Le véritable test viendrait le lendemain, lorsque je les emmènerai à mon bureau. Vendredi matin, j'ai retrouvé mes parents à leur hôtel et les ai accompagnés au siège de l'Horizon Média dans un bâtiment industriel rénové du Marais. En entrant dans le hall élégant avec ses écrans numériques présentant des projets récents, j'ai ressenti une vague de fierté pour mon lieu de travail. Justine, appela Marc, notre réceptionniste. Ton rendez-vous de 11h30 a été repoussé à 13h, mais Alice veut que tu passes la voir quand tu auras un moment. Elle a l'ébauche du projet de Marseille. Merci, Marc, ai-je souri. Voici mes parents, Thomas et Diane Dubois. Ils sont en visite de Lyon. Bienvenue chez l'Horizon Média, rayonna Marc. Votre fille est notre étoile montante. Toute l'équipe s'est battue pour la voir quand elle est arrivée. Mon père a hoché la tête avec raideur tandis que ma mère offrait un mince sourire. Je les ai conduits à travers l'espace de travail ouvert où rédacteurs, producteurs et designers collaboraient sur des projets multimédia. Des collègues nous ont fait signe ou nous ont salués au passage, plusieurs s'arrêtant pour discuter brièvement ou complimenter un travail récent. Voici mon bureau, ai-je dit, les faisant entrer dans un espace aux parois de verre avec vue sur l'espace de travail et la ville au-delà. Mon bureau affichait 2 prix de journalisme, et les murs présentaient des couvertures encadrées de nos enquêtes les plus significatives, dont plusieurs portaient ma signature. C'est très ouvert, a observé ma mère. Tu ne trouves pas ça distrayant? J'aime être connecté à l'énergie de l'équipe, ai-je expliqué. Quand j'ai besoin de temps pour me concentrer, je réserve l'une des salles de méditation. Alice a frappé à ma porte ouverte, une tablette à la main. Désolé d'interrompre votre moment en famille, Justine, mais je voulais me présenter. Elle s'est avancée pour serrer la main de mes parents. Alice Richard, productrice exécutive. J'ai eu le plaisir de travailler avec votre fille depuis son stage chez nous. Justine a mentionné qu'elle a été promue, a dit mon père, son ton suggérant le scepticisme. Alice a souri chaleureusement. Plus d'une fois. Justine est l'un des membres les plus précieux de notre équipe. Sa série d'enquêtes sur l'accessibilité des soins de santé a remporté un prix national l'année dernière, et elle encadre plusieurs de nos nouveaux producteurs. Nous avons de grands projets pour son avenir ici. J'ai observé les visages de mes parents pendant qu'Alice parlait, notant leur difficulté à concilier ses louanges avec leurs croyances de longue date en mon insuffisance. Ils semblaient presque confus, comme s'ils entendaient parler d'une étrangère plutôt que de leur fille. Après avoir visité le bureau, j'ai emmené mes parents dîner dans un restaurant haut de gamme que je pouvais maintenant me permettre sans problème. Alors que nous étions assis à une table surplombant les lumières de la ville, j'ai ressenti une étrange et calme certitude. Ce moment, cette conversation, était inévitable depuis le jour où j'avais décidé de construire une vie sans leur approbation. Après avoir commandé, j'ai posé mon verre d'eau et je les ai regardés directement. Je veux parler de la vraie raison pour laquelle je vous ai invité ici. Mon père a légèrement froncé les sourcils. Je supposais que tu voulais te vanter de tes réalisations. Pas exactement, ai-je dit. Je voulais que vous voyiez la réalité de ce que j'ai construit, car cela contredit tout ce que vous m'avez dit sur moi-même en grandissant. Ma mère s'est agitée mal à l'aise. Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire, Justine. Je pense que si, ai-je continué calmement. Depuis mes plus lointains souvenirs, vous avez tous les deux répondu à toute demande d'aide ou de conseil par la moquerie et le rejet. Quand j'avais du mal avec les tables de multiplication, vous avez ri et dit que je ne survivrais jamais dans le monde réel. Quand j'ai demandé de l'aide pour les candidatures universitaires, vous avez prédit que j'abandonnerais avant Noël. Quand mon ordinateur est mort avant un devoir crucial et que j'ai appelé à la maison, désespéré, vous avez dit que cela prouvait que je n'étais pas faite pour l'université. Le visage de mon père s'est durci. Nous t'apprenions l'indépendance. De toute évidence, ça a marché. Non, ai-je dit fermement. Ce que vous m'avez appris, c'est que j'étais fondamentalement défectueuse d'avoir des besoins humains normaux. Ce que vous avez fait n'était pas enseigner l'indépendance.
C'était de la négligence émotionnelle au mieux, de la violence psychologique au pire. C'est ridicule, a protesté ma mère, jetant un regard autour d'elle comme si elle craignait que quelqu'un puisse entendre. Nous t'avons fourni tout ce dont tu avais besoin. Sauf un soutien émotionnel. Sauf des conseils. Sauf la gentillesse de base que la plupart des parents offrent à leurs enfants, ai-je répondu, gardant ma voix stable. J'ai construit cette vie sans la moindre aide de votre part. Chaque fois que vous avez dit que je ne pouvais pas, j'ai prouvé que je pouvais. Non pas grâce à votre approche, mais malgré elle. Mon père a tenté de reprendre le contrôle de la conversation. Tu es dramatique. Notre style parental a clairement fonctionné. Regarde ce que tu as accompli. J'ai accompli cela parce que d'autres personnes m'ont montré à quoi ressemble un soutien sain, les jeux corrigés. Ma colocataire, qui m'a appris les compétences de base de la vie que vous n'avez jamais pris la peine de me montrer. Mes professeurs, qui m'ont encadré professionnellement sans moquerie. Ma thérapeute, qui m'a aidé à comprendre que votre traitement n'était pas normal ou justifié. Mes parents ont échangé des regards mal à l'aise, le visage de mon père rougissant de colère, celui de ma mère pâlissant de quelque chose qui aurait pu être de la honte. Aucun des deux ne pouvait me regarder dans les yeux. Nous avons toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour toi, a dit ma mère faiblement. Vous vouliez ce qui était le plus facile pour vous, ai-je répondu. Soutenir un enfant émotionnellement est un travail difficile. Cela demande de la patience et de l'empathie. Il était plus facile de se moquer de moi pour avoir besoin d'aide que de la fournir réellement. Mon père a tenté une dernière défense. Nous t'avons élevée pour être autosuffisante, et regarde-toi maintenant, réussie, indépendante. Nos méthodes ont clairement fonctionné. Non, ai-je dit avec une certitude tranquille. Je suis réussie et indépendante malgré vos méthodes, pas grâce à elles. Et j'ai appris quelque chose que vous ne m'avez jamais enseigné, la véritable indépendance ne consiste pas à n'avoir jamais besoin d'aide. Elle consiste à savoir quand chercher du soutien et à avoir le courage de le demander. Le reste du repas s'est déroulé dans un silence tendu. Mes parents semblaient sous le choc, incapables de maintenir leur façade habituelle de supériorité. Alors que nous attendions l'addition, mon père regardait les lumières de la ville, son profil rigide de colère inexprimée. Ma mère pliait et dépliait sa serviette, les yeux baissés. Quand nous nous sommes séparés devant le restaurant, il n'y a pas eu d'étreinte chaleureuse ni de promesse de rester en contact. Mon père m'a serré la main formellement, comme s'il concluait une réunion d'affaires. Ma mère a tenté une étreinte qui semblait creuse et performative. Bon voyage demain, ai-je dit poliment. J'ai un engagement professionnel le matin, donc c'est au revoir pour l'instant. Alors qu'il se tournait pour héler un taxi, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, le léger affaissement des épaules de mon père, l'incertitude dans la démarche de ma mère. Il semblait plus petit, en quelque sorte, diminué par la vérité que j'avais finalement dite à voix haute. Leur visage avait blêmi, incapables de maintenir la fiction qu'ils avaient construite autour de leur parentalité. En rentrant seul à mon appartement, je n'ai pas ressenti le triomphe que j'aurais pu imaginer, mais un profond sentiment de libération. J'avais enfin dit ma vérité, non pas avec colère ou vengeance, mais comme un simple fait indéniable. Je n'avais plus besoin qu'ils reconnaissent leurs échecs ou s'excusent pour la douleur qu'ils avaient causée. J'avais cessé d'attendre les parents que je méritais et j'avais accepté la réalité des parents que j'avais. Dans cette acceptation est venue une liberté que je n'avais jamais connue auparavant, un relâchement final des chaînes que j'avais portées trop longtemps. J'avais construit une vie qu'ils ne pouvaient ni diminuer ni s'attribuer. J'étais devenue quelqu'un qu'ils ne pouvaient plus faire se sentir petite. La petite fille qui avait pleuré en silence sur ses tables de multiplication était devenue une femme qui pouvait dire sa vérité sans trembler. Les semaines qui ont suivi la visite de mes parents ont entraîné des répercussions émotionnelles inattendues. Après des années de thérapie et de développement personnel, je m'attendais à me sentir libéré après notre confrontation. Au lieu de cela, j'ai ressenti un vide complexe, un deuil pour la relation que nous n'avions jamais eue et que nous n'aurions probablement jamais. Le docteur Lavigne m'a aidé à comprendre que c'était une partie normale du processus. Tu fais le deuil des parents que tu méritais mais que tu n'as jamais eus, a-t-elle expliqué. C'est une perte profonde, même si tu as déjà fait le travail de l'accepter intellectuellement. Progressivement, le vide a laissé place à un sentiment de paix plus profond. J'avais dit ma vérité sans colère ni esprit de vengeance, énonçant simplement la réalité de mon expérience. Que mes parents reconnaissent un jour pleinement cette réalité était hors de mon contrôle et, de plus en plus, hors de ma préoccupation. Notre contact est devenu limité mais moins tendu.
J'appelais pour les fêtes et leurs anniversaires, gardant les conversations brèves et axées sur l'actualité plutôt que sur des questions personnelles. Il faisait de même, maintenant la façade de relations familiales normales sans aborder la rupture fondamentale sous-jacente. Ce n'était pas une guérison, exactement, mais c'était une trêve avec laquelle je pouvais vivre. Alors que ma vie professionnelle continuait de s'épanouir, j'ai trouvé une satisfaction inattendue à encadrer de jeunes collègues, en particulier ceux issus de milieux familiaux difficiles. Reconnaissant mes propres luttes passées dans leur doute de soi et leur perfectionnisme, j'ai créé un programme de soutien informel pour les nouveaux journalistes rejoignant notre équipe. Le succès dans ce domaine ne dépend pas seulement du talent ou des compétences techniques, ai-je dit à un groupe de stagiaires lors d'une session d'orientation. Il s'agit de développer la résilience et de savoir quand chercher des conseils. Personne ne fait ce travail entièrement seul, et personne ne le devrait. À 27 ans, j'ai été promue rédactrice en chef, supervisant une équipe de 15 journalistes et producteurs. Le rôle m'a mise au défi de développer de nouvelles compétences en leadership, en équilibrant des normes élevées avec l'approche de soutien que j'aurais souhaité recevoir dans mes années de formation. Les projets de mon équipe ont constamment obtenu la reconnaissance de l'industrie, y compris un prix prestigieux pour une série enquêtant sur les inégalités dans les systèmes de santé urbains. En dehors du travail, j'ai continué à construire une vie personnelle riche. J'ai développé des amitiés étroites avec des personnes qui partageaient mes valeurs et mes intérêts, créant la famille choisie que j'avais commencé à assembler à l'université. J'ai exploré de nouveaux passe-temps, découvrant une passion pour le jardinage urbain qui a transformé le petit balcon de mon appartement en une oasis de verdure. J'ai commencé à fréquenter Michel, un architecte gentil et attentionné qui abordait les relations avec la communication saine que j'avais mis tant d'efforts à apprendre. 3 ans après notre dîner de confrontation, mon père a appelé un mardi soir au hasard. Surprise par ce contact inattendu, j'ai répondu avec prudence. « Justine, a-t-il commencé, sa voix inhabituellement hésitante. J'ai vu que ta série sur la santé a été nominée pour le Grand Prix des médias. C'est impressionnant. » Le compliment maladroit, exempt de qualification ou de rejet, m'a prise au dépourvu. « Merci, ai-je répondu simplement. Ta mère et moi avons regardé le segment de présentation en ligne, a-t-il continué. La façon dont tu as présenté les données tout en gardant l'élément humain central était. Eh bien, c'était un excellent travail. Je suis resté assise dans un silence stupéfait, non préparé à ce qui semblait être un éloge sincère d'un homme qui ne l'avait jamais offert auparavant. Bref, a-t-il conclu maladroitement, nous voulions juste que tu saches que nous l'avons vu et que nous sommes fiers. Le mot a flotté dans l'air entre nous, inconnu et fragile. J'ai choisi de l'accepter pour ce qu'il était, sans questionner sa sincérité ni surinvestir dans sa signification. J'apprécie, ai-je dit. C'était un effort d'équipe, mais je suis fier de la façon dont ça s'est terminé aussi. La conversation s'est terminée peu de temps après, mais quelque chose avait changé, presque imperceptiblement. Ce n'était pas une réconciliation ni un pardon, mais peut-être la première reconnaissance que j'existais en tant que personne distincte et réussie dont les accomplissements ne pouvaient plus être diminués ou rejetés. L'année suivante, j'ai développé une série de reportages examinant la violence psychologique au sein des familles, en me concentrant sur les survivants qui avaient construit des vies significatives malgré des systèmes de soutien limités. Le projet combinait l'analyse de données avec de puissants récits personnels, donnant une voix à des expériences souvent minimisées ou incomprises. La violence psychologique ne laisse aucune cicatrice visible, ai-je écrit dans l'introduction, mais son impact sur le développement, l'estime de soi et les relations futures peut être profond et durable. La guérison commence par nommer l'expérience et comprendre ses effets, se poursuit par la construction de nouveaux schémas d'autocompassion et de relations saines, et s'épanouit dans la création d'une vie définie par ses propres valeurs plutôt que par les limitations imposées par les autres. La série a profondément résonné auprès des lecteurs, générant des milliers de commentaires et de courriels de personnes qui reconnaissaient leurs propres expériences dans les histoires. J'ai reçu des invitations à prendre la parole lors de conférences et dans des universités, à la fois sur l'approche journalistique et sur le sujet lui-même. Mon expérience personnelle, transformée en expertise professionnelle, est devenue une plateforme pour aider les autres à nommer et à guérir de blessures similaires. Alors que mon profil public grandissait, je suis resté sélective quant aux parties de mon histoire personnelle à partager. Lors d'une table ronde à une conférence de journalisme, un étudiant m'a demandé ce qui m'avait amené à couvrir la violence psychologique si efficacement. Je crois que nos reportages les plus puissants proviennent souvent des questions auxquelles nous avions nous-mêmes besoin de réponses, ai-je répondu prudemment. Parfois, nos blessures,
lorsqu'elles sont correctement traitées et comprises, deviennent des fenêtres à travers lesquelles nous pouvons voir plus clairement la douleur des autres. Avec le temps et un travail personnel continu, j'en suis venu à comprendre le comportement de mes parents non pas comme un reflet de ma valeur, mais comme une manifestation de leurs propres limites. Leur approche de la parentalité découlait probablement de la façon dont ils avaient eux-mêmes été élevés, perpétuant des schémas qu'ils n'avaient pas la conscience ou la capacité de briser. Cette compréhension n'excusait pas leurs actions, mais m'a aidé à les contextualiser dans une histoire familiale plus large. La leçon la plus profonde que j'ai apprise au cours de mon voyage est que la véritable indépendance ne s'obtient pas par l'isolement ou une autosuffisance parfaite. La véritable indépendance vient du fait de savoir quand chercher du soutien, d'avoir le discernement pour identifier des sources de conseils fiables et de maintenir des limites saines qui permettent à la fois la connexion et l'autonomie. Je ne portais plus le poids d'essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné gratuitement. J'avais cessé d'intérioriser les messages de mes parents sur mes capacités et ma valeur. Plus important encore, j'avais brisé le cycle, m'assurant que tout enfant dans mon avenir connaîtrait le soutien et l'encouragement constant qui m'avaient manqué. Dans chaque relation de mentorat, chaque amitié, chaque connexion amoureuse, j'ai fait le choix conscient d'être la personne dont j'avais besoin quand j'étais plus jeune, quelqu'un qui offrait des conseils sans moquerie, qui célébrait les succès sans réserve, qui comprenait que montrer sa vulnérabilité demande plus de courage que de la cacher. Mon histoire ne parle pas de guérison parfaite ou de réconciliation spectaculaire. Elle parle du travail discret et constant de construction d'une vie pleine de sens selon mes propres termes, brique par brique patiente. Elle parle d'apprendre que la famille peut être choisie aussi bien que de naissance, que la valeur ne se gagne pas par l'accomplissement mais est inhérente à l'existence, que les personnes qui se moquent de vos luttes ne comprendront peut-être jamais votre parcours. Mais quand vous vous construisez de vos propres mains, personne ne peut vous enlever ce que vous avez créé. Et parfois, la réponse la plus puissante à ceux qui disaient que vous ne pouviez pas n'est pas le ressentiment ou la vengeance, mais de bien vivre et d'offrir aux autres la compassion que vous auriez souhaité recevoir. Quelqu'un dans votre vie a-t-il déjà sous-estimé ce que vous pouviez accomplir par vous-même? Comment leur avez-vous prouvé qu'ils avaient tort? Et qu'avez-vous appris sur vous-même dans ce processus? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, et abonnez-vous si cela a résonné en vous. Souvenez-vous que votre parcours compte et mérite d'être honoré, que les autres reconnaissent sa valeur ou non. Merci d'avoir écouté, et jusqu'à la prochaine fois, continuez à construire votre vie selon vos propres termes, une brique à la fois.